Bonjour, bienvenue à tous sur cette conférence Grand Témoin consacrée à l'ouragan Irma. Donc vous voyez sur l'écran des images avant l'ouragan. Donc il faut savoir que l'ouragan a été un événement climatique exceptionnel de par son intensité et de par sa durée. Il est resté de même puissance pendant 72 heures, ce qui a constitué une première mondiale. Il s'est formé le 30 août 2017 au large de l'Afrique. Il s'est approché des îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui ont été placées en alerte violette, le niveau le plus élevé des alertes cycloniques. Et le 5 septembre 2017, Irma s'étend sur une superficie qui est estimée à 335 000 km² et il frappe les deux îles et les secours, et donc en particulier la Croix-Rouge française, sont mobilisés. Avec notamment Florent Vallée, vous avez, en tant que directeur des opérations métropole, géré le volet anticipation, préparation et organisation des opérations. Tandis que vous, Christophe Talmé, vous êtes intervenu à Saint-Martin à partir du 8 septembre en tant que chef du centre de gestion des moyens sur site. Vous allez nous raconter tous les deux cette intervention hors norme telle que vous l'avez vécue dans vos missions respectives. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci. Je suis content de voir Saint-Martin en fait sous sa forme avant, parce qu'on en est très loin encore de ça, même si moi j'ai pas eu la chance d'y retourner comparé à certains. Tu peux encore retourner. Bientôt pour les vacances. Allez, je vous propose de passer sur la présentation. L'ouragan Irma à Saint-Martin, l'ouragan Irma d'abord c'est pas qu'un ouragan, c'est cette opération, c'est Irma, José et Maria qui sont des ouragans de différentes classes qui ont touché Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, mais aussi Antigua, Barbuda, toutes les îles du Nord en fait. Faut bien voir que c'est les petites Antilles, c'est plein de petites îles qui remontent, qui sont des pays indépendants ou pas, parce que certains rattachés au Royaume britannique, d'autres à la Hollande. Et une petite partie sur la France. On va essayer de survoler les 45 minutes qu'on va passer avec vous. On va parler du contexte, de l'alerte, de la mobilisation, du déploiement des opérations, mais aussi de l'urgence au rétablissement. Urgence au rétablissement parce que c'est important de prendre en compte dans la globalité, et du retour d'expérience parce que comme toute opération, il faut un retour d'expérience. Alors on est désolé, mais le retour d'expérience, il va uniquement porter sur la phase d'urgence, la phase de rétablissement n'étant toujours pas terminée, donc il est difficile de faire un retour d'expérience sur quelque chose qui est toujours en cours. Donc ce que je vous disais, déjà Saint-Martin, voilà où ça se positionne. Comme beaucoup, on a découvert où était Saint-Martin, si on n'avait jamais entendu parler. Saint-Barthélemy, on en a entendu parler pour d'autres raisons, et surtout pour un enterrement. Mais sinon, où c'était ? C'est une bonne question. Moi, spécialement, je connaissais pas. Un peu loin de tout ça. En tout cas, très loin de Paris, et compliqué en termes d'accès. Saint-Martin, deux parties, une partie française, une partie hollandaise, avec une frontière qui est extrêmement virtuelle. Une seule route qui fait tout le tour. Vous le voyez, la route, elle tourne autour de l'île, et vous passez de la France à la Hollande sans vous en rendre compte. Ce qui est important, parce que c'est deux façons de faire différentes, c'est deux façons de voir les choses au quotidien de manière complètement différente. En France, vous savez tous, vous avez un accompagnement social, vous avez un État qui est extrêmement prégnant sur toute la thématique sociale. La partie hollandaise fonctionne complètement différemment, donc qui va forcément se relever de manière différente par rapport à l'ouragan. Orion Bay avant le passage, donc un des hauts lieux du tourisme de Saint-Martin, une partie relativement chère de l'île, où on pouvait retrouver ces belles plages avec l'océan bleu, Simpson Bay avec son port. Vous voyez ce que ça peut donner aujourd'hui sur l'île, donc quelque chose d'assez sympathique avec un magnifique golfe, le golfe de Mullet Bay, pareil, qui sont réputés, ou en tout cas qui étaient réputés pour le plaisir de jouer à travers l'eau, le plaisir de voir tout ceci. Beaucoup de richesse à Saint-Martin, beaucoup de richesse, beaucoup d'histoire. Une histoire qui fait que la richesse est surtout côté hollandaise, très peu côté français. Le côté français est plus la partie où les gens vont venir manger, vont venir à la plage, mais tout l'hébergement de grand luxe est côté hollandais.
C'est une population où il y a une pauvreté extrêmement importante. C'est 20 à 30 000 personnes illégales, en tout cas sur le territoire. C'est une collectivité territoriale. C'est un statut extrêmement particulier qui est adapté à Saint-Martin, qui n'existe qu'à Saint-Martin. Donc les lois françaises ne sont pas exactement les mêmes, ne sont pas complètement applicables sur tous les points de vue. Ne serait-ce qu'en termes de prévention des risques, ce n'est pas le préfet, enfin la sous-préfète qui a la main, c'est le président de la collectivité territoriale qui est maître de son dispositif. Le plan de prévention des risques inondations, il existe, il a été travaillé il y a pas mal d'années, il a été préconisé par la préfecture, mais il n'a jamais été ratifié par le gouvernement local, entre guillemets. Ça n'a jamais été ratifié pour plein de raisons, ne serait-ce que pour la construction, et il n'est pas opposable. Il se trouve qu'à Saint-Martin, l'État français ne peut pas opposer ce dispositif. Ce qui pose plein de problèmes, forcément. Donc forcément, on a construit dans les zones qui sont inondables, mais des zones qui sont inondables à 100%. Et à 100% c'est pas sous 3 cm d'eau, c'est sous plusieurs, parfois mètres d'eau, ou en tout cas, c'est l'océan qui va rentrer à l'intérieur. Donc ce qui pose pas mal de soucis. Des nombreuses personnes en situation irrégulière, un chômage extrêmement important, une pauvreté, tout le monde ne parle pas français, beaucoup parlent créole. La langue la plus commune et la plus simple là-bas, c'est l'anglais. Même si on est en France, c'est extrêmement compliqué. Un déficit de services publics qui est énorme sous tous les points de vue, que ce soit sur l'action sociale, que ce soit sur la sécurité civile. Les sapeurs-pompiers, je crois que de mémoire, c'est 3 véhicules qui sont présents pour toute l'île en termes de sapeurs-pompiers, donc ce qui est vraiment tout petit. Et une économie orientée surtout c'est parce qu'on était gentil dans ce qu'on a écrit, qui est pratiquement à 100% orientée vers le tourisme. Imaginez ce que ça peut donner avec les problèmes de compétitivité face à Saint-Martin, qui est la partie hollandaise de l'île, qui est la partie des casinos, la partie des hôtels de luxe qui va permettre de fonctionner. Comment ça se passe un petit peu chez nous? En fait, on a une plateforme d'intervention régionale déjà qui est sur la zone. Donc la plateforme d'intervention d'urgence régionale caribéenne qui a la PIRAC qui est prépositionnée en Guadeloupe, qui assure une veille et qui travaille au quotidien en fait sur la réduction des risques avec tous les pays de la zone, qui assure une veille sur ces différents, notamment sur les veilles cycloniques. On a le même dispositif en regard sur l'océan Indien avec la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien. Qui se trouve, elle, à La Réunion, et qui nous informe, qui va informer tous les pays de la zone, notamment de l'arrivée de cyclones. Donc on est déjà dès le 1er septembre, en tout cas sur une première information d'un cyclone. Cyclone incertain, cyclone Irma, enfin l'ouragan Irma, puisqu'on est dans la zone Antilles, ça s'appelle un ouragan, on serait dans l'océan Indien, ce serait un cyclone, et on serait côté Japon, ça serait un typhon. C'est la même chose, mais on les appelle différemment. Irma, c'est un petit truc au départ. Ça n'a rien d'exceptionnel, hein, très clairement. C'est quelque chose qui va vers les petites Antilles, qui est annoncé allant vers les petites Antilles, mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc il y a une préparation qui se met en place tranquillement. Il y a les alertes qui sont lancées. Dès le 1er septembre, tout le monde est sensibilisé. L'État sensibilise aussi, commence à sensibiliser toutes les îles qu'il y a un ouragan qui arrive sur les petites Antilles. Il faut savoir que Saint-Martin n'a pas vu d'ouragan de plein fouet depuis plus de 20 ou 30 ans, donc n'a plus forcément de souvenir d'un ouragan. Des ouragans sont passés à proximité. Il y a eu des alertes, mais ça a été des vents qui ne dépassaient pas 110 km/h. Donc, des petits trucs. 1er septembre, c'est un vendredi. C'est défavorable. Vous êtes sur un week-end, tout le monde rentre de vacances. Le dimanche, la trajectoire change. La trajectoire devient inquiétante. La trajectoire, on voit bien l'approche sur la Guadeloupe. On voit un virage qui est amorcé avant la Guadeloupe avec une annonce vers les petites Antilles. Le 3 septembre, l'ouragan s'est renforcé. Il est passé en catégorie 3 et il commence à être annoncé comme extrêmement dangereux, extrêmement violent. Donc c'est ce qui commence à faire bouger les choses un petit peu partout, puisque dès le lundi, la sécurité civile envoie des forces sur Saint-Martin. Il y a un détachement des formistes qui part vers Saint-Martin, puisque là, ça commence à se préciser de plus en plus. Côté Croix-Rouge, le 4 septembre, donc dès le lundi, nous, on se réunit en cellule de crise avec la direction générale, la présidence et les différents services. Un certain nombre de choses sont décidées, notamment l'envoi de cadres immédiatement sur place, le plus tôt possible. Malheureusement, ces 2 cadres partiront sur la Guadeloupe le lendemain, ils atterriront en Martinique. Ils ont eu de la chance, ils n'ont pas été en Guyane parce que c'est ce qui a failli leur arriver. Et le binôme n'arrivera que le 6 septembre en Guadeloupe, ce qui pose un certain nombre de soucis par la suite dans le déroulement, dans la mise en place des actions.
Pour rappel, l'alerte préfectorale sur Saint-Martin, hein, le phénomène cyclonique annoncé le 5 septembre, qui est pas non plus extraordinaire. Voilà ce qui a été passé. Ce qui a été passé, annonçant aussi notamment pour les abris anticycloniques, donc qui étaient déjà référencés, qui comportent que 650 places. Hein. C'est tout petit pour une île où c'est 40 000 ou 50 000 habitants. Christophe, je sais plus. J'ai un trou. 35 000, voilà, 35 000 habitants, plus 20 000 illégaux, donc allez, on a 50 000. Vous avez, avec une majorité d'habitats extrêmement précaires, hein, qui ne tiennent pas à un ouragan, même de catégorie 3, vous n'avez que 650 places, hein, qui sont disponibles pour pouvoir héberger les personnes. Donc il y a un vrai déficit sur cette île, sur tous ces principes. Passage de l'ouragan, 11 morts, des centaines de blessés. On a de la chance, il n'y a que 11 morts. Voilà, des vents à plus de 350 km/h. On ne sait pas vraiment à combien c'était, puisque de toute façon, tous les dispositifs ont été détruits. Depuis une fenêtre de la préfecture. On commence à entendre les objets volés claquer contre les parois, contre nos fenêtres, et on sent que l'habitat lui-même est mis à mal. Il y a eu des vents à quasiment 400 km/h. 400 km/h, c'est un TGV. Le volet, à ce moment-là, il se disloque. Du coup, ça vous fait de la pression sur la baie vitrée. Donc, à un moment donné, la pression est tellement forte que la baie vitrée saute. Une porte s'arrache et vient m'écraser. Voilà. La cellule de crise dans laquelle on est en train d'être dévastée par les vents. C'est-à-dire que tout s'effondre, les choses montent au plafond. Elle est en train d'imploser, quoi. En moins de 30 minutes, au cœur du cyclone, la cellule de crise de la préfecture est soufflée. Ses 23 membres se réfugient dans une petite pièce en béton, la seule encore intacte. Les portes et les fenêtres subissent de grosses pressions. Donc vous avez des militaires d'un côté et des pompiers et sécurité civile de l'autre qui maintiennent ces ouvertures en espérant qu'elles ne cèdent pas. Et on a conscience d'une chose, c'est qu'effectivement, à tout moment, le bâti peut s'effondrer. Le risque, à mon avis, il était qu'on y laisse la vie, tout simplement. À 5h45, avant que les communications se coupent, le groupe envoie un message de détresse à la préfecture de Guadeloupe. SOS, Mayday, Mayday. Nous sommes en situation de danger imminent. Il faut attendre l'œil du cyclone. D'ici là, nous serons tous morts. Pendant 5 heures, l'ouragan sème la terreur sur Saint-Martin. Voilà, 5 heures un ouragan. Un ouragan, c'est des vents dans un sens, hein, qui détruisent un certain nombre de choses. C'est un œil où vous avez un temps qui est incertain puisque vous ne le connaissez pas à l'avance. Vous ne savez pas combien de temps vous allez rester dans l'œil. Mais l'œil, c'est une période de calme complet. Vous n'avez plus de bruit. Vous passez, comme disait la sous-préfète, un TGV à côté de vous. Mais c'est pas une ligne TGV à 10 mètres. Vous êtes à côté d'un TGV. Vous êtes le mec qui est assis à l'extérieur en fait, hein, et qui voyageait à côté du TGV. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis d'un seul coup, le vent qui repart dans l'autre sens. Donc des cisaillements énormes. Ce qui fait que c'est dans cette période-là que vous avez la plus grosse perte, la plus grosse dégradation. A priori, pourquoi que 11 morts? Parce que tout le monde se pose la question. Tout le monde s'est posé la question. C'est a priori, dans la période de l'œil du cyclone, les gens ont quitté leur abri, ont quitté leur habitat qui était en partie détruit et ont pu aller se mettre à l'écart et avancer à l'écart. Parmi les 11 morts, pour la précision, ce sont des gens qui, la plupart, étaient restés sur leur bateau dans le port plutôt que de se réfugier. Donc en fait, ils se sont retrouvés piégés dans leur bateau au fond de l'eau, tout simplement. Voilà. 95% de l'habitat détruit. Hein. Faut bien retenir. Vous avez quand même 50 000 personnes qui n'ont plus rien, quoi, grosso modo.
Le principal problème dans un ouragan, c'est bien évidemment le vent, mais le principal en fait c'est l'eau, c'est les pluies qui vont venir avec, c'est toutes les pluies qui viennent avant, pendant et après, puisque vous avez toute la queue de l'ouragan, où vous pensez que c'est fini parce que vous n'avez plus de vent, mais en fait vous avez l'eau qui tombe encore. Et l'eau, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment un tuyau d'arrosage que vous avez mis au-dessus de votre tête et un truc qui tombe en permanence. C'est vraiment important à voir. Pour arriver sur ce passage de cyclone où on est le 6 septembre, où on fait partir, nous en tout cas, un certain nombre de monde, et on arrive enfin à envoyer, donc le cyclone il passe le mercredi, on arrive à envoyer du monde sur place le vendredi, mais le vendredi malheureusement il y a un deuxième truc qui arrive qui s'appelle José, et José on ne sait pas où il passe, et à un moment donné il a annoncé passer aussi à proximité de Saint-Martin. Donc en fait le premier problème, c'est que dès que vous envoyez du monde sur place, la première chose qu'il doit faire, c'est se confiner parce que vous avez José qui vous bloque à nouveau pendant 48 heures. Vous avez 48 heures d'arrêt de toute activité sur Saint-Martin. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire jusqu'au lundi matin. Et là, on repasse à nouveau. Et Christophe était sur la Guadeloupe, était arrivé déjà en Guadeloupe, pensait profiter de la plage, mais tout compte fait, il va aller profiter de la plage de Saint-Martin. Donc part sur Saint-Martin, petit voyage dès le mardi, où il restera quelques jours, une soixantaine je crois, à peu près. Il y en a d'autres qui sont restés un petit peu plus longtemps. Pour vous montrer toute la logistique. Oui, on va montrer quelques images d'installation de mise en place d'un dispositif énorme qui a mobilisé donc un certain nombre d'ensemble d'organismes de l'État, de la sécurité civile, de l'armée, des sapeurs-pompiers, sécurité civile, la gendarmerie, mais aussi pas mal d'associations, dont principalement la Croix-Rouge française. C'est pas pour dire que c'est la Croix-Rouge, mais on a été assez omniprésent très rapidement sur place parce qu'on a une représentation un peu partout sur les îles en Guadeloupe, y compris sur Saint-Martin d'ailleurs, avec des bénévoles et des salariés qui permettent d'avoir une action assez immédiate. Donc voilà, effectivement, moi je suis parti le 8 septembre avec Stéphane Casati ici présent dans la salle, et on a mis en place la structure qu'on connaît bien, la Croix-Rouge française, de réponse aux catastrophes, ce qu'on appelle la marge générale des opérations, avec une structure organisationnelle, j'allais dire entre guillemets quasi militaire, mais qui permet un fonctionnement optimal très rapidement, et un renforcement de bénévoles. Donc voilà des images que vous pouvez apercevoir quand on arrive sur le territoire. Moi, en ce qui me concerne, le 11 septembre, le 8 septembre et 11, j'étais au COD à la préfecture pour créer la relation avec les institutions que je viens d'énoncer. C'est important d'être positionné le plus vite possible sur place et d'être présent et de se présenter comme complémentaire des actions et pas subordonné. On est bien d'accord, donc on s'est inscrit dans une complémentarité des actions pour ce qui nous concerne, aux côtés des autres institutions, et j'avoue que pour avoir fait un certain nombre de missions comme mon camarade ici présent, Florent, et d'autres dans la salle, cette mission, vu l'ampleur, la complémentarité était immédiate. On n'a pas cherché les égos qu'on peut reconnaître habituellement. Là, on s'est vraiment travaillé ensemble, quelle que soit l'association ou l'organisme. On s'est bien intégré dans le dispositif pour réponse au soutien aux populations. Voilà, donc un certain nombre d'images, vous allez voir. C'est des choix aussi, c'est des choix aussi d'ensemble, puisqu'en fait complémentarité des secours publics, des pouvoirs publics, de tout ce qui est mis en place, mettre des choses qui vont être innovantes, mais qui répondent aussi à un besoin de la population. C'est aussi les ouragans, c'est pas de l'inconnu pour nous, c'est quelque chose qu'on a l'habitude sur le territoire international, que ce soit Matthew l'année d'avant sur Haïti ou d'autres. Donc on connaît les conséquences, on a déjà une idée des conséquences. Vu les premières images, on sait ce qui va se passer. Donc on prend, en tout cas la Croix-Rouge française prend l'option de déployer non seulement du réseau national avec des bénévoles qui vont pouvoir agir sur de la distribution classique, en fait entre guillemets, telle qu'on va faire en métropole, telle que toutes les associations font en métropole, du soutien psychologique, de l'aide à la personne, mais surtout des équipiers de réponse à l'urgence qui sont des gens qui interviennent beaucoup plus, des experts qui interviennent beaucoup plus sur les crises internationales, sur des pays complètement déstructurés, où là en fait on a des référents eau qui vont venir, eau et assainissement, on a des référents sur la distribution de masse qui seront présents, mais aussi de la logistique, etc., qui seront présents, qui viendront compléter le dispositif qui permet de fonctionner. En ce qui concerne les conditions de vie au départ, donc on est bien clair, il y a une équipe qui est partie en amont du dispositif à mettre en place et qui a fait une évaluation. Ce qui est important, c'est de ne pas partir au hasard, mais de faire une évaluation. C'est quoi la réalité des choses sur le terrain? C'est quoi les besoins? Qu'est-ce qui est déjà mis en place? Quelle est notre action par rapport au savoir-faire de la Croix-Rouge en complémentarité de ce qui existe déjà? C'est pas en disant je vais faire ça, c'est qu'est-ce qu'il y a,
De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelles sont les priorités? Ce qu'on appelle le référencement. C'est-à-dire de répondre aux besoins primaires, évidemment, et immédiatement, c'est l'eau, c'est la distribution de l'alimentation sur la base des rations pour lesquelles on est parti avec, parce qu'on part avec un certain nombre de matériel. C'est la visite des endroits, enfin des différents secteurs, des abris temporaires, puisque comme l'a dit Florent, il y a des abris temporaires qui existaient au nombre de 9, qui sont des endroits plus solides et qui sont prévus pour accueillir la population, mais pas toute la population, parce que 35 000 personnes plus 12 000 sans-papiers et encore pas tous identifiés, ça ne tient pas partout. Donc il a fallu faire ce tour de référencement, mais en parallèle, identifier les vrais besoins et s'appuyer sur 3 piliers qui sont importants en gestion de crise, en tout cas pour le monde bénévole que nous représentons. C'est d'avoir une base logistique solide, c'est-à-dire une base arrière dans laquelle les bénévoles et salariés de la Croix-Rouge française vont pouvoir se poser, mettre le matériel, savoir qu'ils seront en sécurité, qu'ils pourront, ça peut paraître banal, hein, mais manger, dormir, prendre une douche, voir un médecin, discuter avec un psychologue, avoir des missions organisées, une planification, donc ça c'est important. C'est une des missions d'un des responsables qui était avec moi. C'est utiliser les compétences des bénévoles, parce que comme le dit Florent, tous sont formés à la gestion de l'urgence, mais aussi ils ont des compétences civiles, si je peux me permettre de prendre le terme. Donc on a eu la chance d'avoir un cartographe, un ingénieur Veolia de l'eau, un électricien, c'est-à-dire tout ça, c'est des compétences à part qui permettent de mettre en place un dispositif pour la base logistique d'abord, puis après pour la population. Et puis après, de créer le relationnel immédiatement. Alors évidemment, on a des uniformes voyants, mais d'être présent immédiatement, dire on est là, et d'être à l'écoute dans le référencement pour pouvoir construire derrière une réponse. On n'est pas dans l'application, c'est ça qu'on va faire, on est dans l'étude de ce qui est possible de faire sur place, sachant que la population, il ne faut pas oublier, ne nous attend pas forcément. Il ne faut pas croire que quand on fait l'humanitaire, la population nous attend les bras ouverts. C'est déjà organisé, mais elle exprime des besoins auxquels il faut répondre. Donc les priorités sur le terrain, ça a été de mettre une base logistique, créer le relationnel, de créer les conditions de vie possibles pour des bénévoles, parce qu'ils arrivent de métropole. Il y a tout en métropole. Il y a le wifi, il y a le téléphone, il y a la machine à laver, il y a la télé, tout ce qu'on veut. Quand on arrive là-bas, il n'y a rien. Hein. Donc, faut s'installer, faut dormir dans un endroit où on prépare, c'est-à-dire les salles de cours dans un collège, il faut les nettoyer, il faut installer les picots. Il faut remettre de l'eau, et de l'eau, il n'y en a que pour le sanitaire, c'est-à-dire pas de l'eau pour boire, c'est en bouteille, donc il faut mettre un circuit de distribution, et l'eau pour le sanitaire, il y a une douche pour, au départ on est 60, on est monté jusqu'à 113, donc une douche, il y a des hommes et des femmes, pas en même temps, hein, si possible, avec un système d'entretien, et puis ça va peut-être vous faire rire, mais il faut laver ses petites affaires, et les gens n'ont plus l'habitude, et j'ai moi-même appris à des jeunes, plus jeunes, à prendre un seau, mettre de la lessive, à laver ses petites affaires, à laisser faire sécher, etc., parce que tout ça, ça s'organise. La cuisine, il n'y a plus de cuisinier, il n'y a pas de restaurant. Donc il faut organiser un système de cuisine de distribution avec des gens compétents. On a eu la chance d'avoir 2 cuisiniers dont c'était le métier. Donc à partir des rations de combat, ils en ont fait des plats intéressants. Donc voilà, c'est toute une organisation à mettre en place, sans oublier l'action auprès des populations. C'est l'organisation que décrivait Christophe, hein, toute une organisation, c'est une organisation globale, c'est un poste de commandement avancé qui a été mis en tout cas en Guadeloupe, hein, qui a été installé en Guadeloupe, qui avait la gestion de l'ensemble des délégations territoriales Croix-Rouge des Antilles et Guyane. C'est aussi piloter les actions sur les différents territoires, sur la Guadeloupe, mais aussi sur Saint-Barthélemy, où il y a eu des actions plus petites que Saint-Martin, mais en tout cas où il y a eu des actions, mais aussi sur Antigua-Barbuda et aussi sur la Dominique, où on a pu intervenir et envoyer des matériels. Donc il a fallu coordonner cet ensemble avec la PIRAC, donc la fameuse plateforme que je vous parlais tout à l'heure, les pouvoirs publics qui étaient en Guadeloupe, qui s'étaient installés en Guadeloupe, hein, qui avaient mis une base en Guadeloupe, mais aussi tous les ressortissants français qui sont... tous les gens habitant Saint-Martin, tous les 10 000 ou 12 000 personnes qui ont quitté Saint-Martin et qui sont passés par la Guadeloupe, qui se sont arrêtés à la Guadeloupe parce que les conditions de vie n'étaient plus possibles. Donc la fuite en fait, hein, l'exode. Voilà, on reparle sur l'exode et on a vraiment un exode de personnes qui pendant un mois partent de Saint-Martin, viennent en Guadeloupe, sont hébergés sur la Guadeloupe ou rentrent en métropole, pour certains, s'ils avaient des connaissances en métropole, pour d'autres restent sur la Guadeloupe, mais leur seul point de repère,
tous les jours, c'est de revenir à l'accueil, au centre d'accueil d'impliqués qui se situe à l'aéroport. Donc pendant 30 jours, vous avez un centre d'accueil d'impliqués qui accueille, qui voit défiler 1000 à 2000 personnes par jour régulièrement qui reviennent pour échanger, pour discuter, pour parler de ce qu'ils ont vécu, ce qui est aussi extrêmement important. Donc une organisation d'ensemble avec un triangle que disait Christophe, avec 3 points en tout cas pour Saint-Martin, pareil sur la Guadeloupe, et qui va permettre d'assurer une liaison aussi avec le siège. Alors sur Saint-Martin, on a très rapidement mis un dispositif en place et on a eu la chance d'avoir avec nous des équipes de réponse aux urgences humanitaires. Donc ce sont des gens de la Croix-Rouge française mais formés à l'international dans des spécialités spécifiques qui sont le WATSAN, donc le sanitaire, la gestion de l'eau, la logistique et puis la distribution. Donc c'est leur métier, certes bénévole, mais c'est leur métier. Il y en a un ici présent, Nicolas, que je remercie. Et du coup, on a, avec notre structure assez autonome, en fait, on est autonome et reconnu par l'État, cette autonomie, on a fait ce référencement et identifié très rapidement 6 zones sur Saint-Martin qui correspondent à des zones d'ethnie, parce que là-bas, créoles, mais dominicains, jamaïcains, enfin un certain nombre de gens antillais et autres, qui se parlent pas forcément entre eux, qui sont des quartiers dans l'île, avec leur autonomie et fonctionnement très, très particulier. Et pour être clair, l'économie, c'est le tourisme, mais c'est aussi la drogue. Donc il y a quand même, j'ai jamais vu autant de drogue circuler. Et du coup, c'est une économie, un marché local qu'il faut prendre en compte, mais qui ne regarde pas. Mais elle existe. Et du coup, on a très rapidement identifié des points dans les zones dans lesquels on a mis à repérer des endroits où on pouvait extraire de l'eau. Je ne suis pas spécialiste, mais mettre des gros tanks à eau dans lesquels de l'eau sanitaire avec des clarinettes pour qu'ils puissent se servir de l'eau sanitaire. L'eau pour boire était distribuée. Et au même endroit, on a mis des centres de distribution sur des zones neutres, puisque je rappelle qu'il y avait des zones un peu particulières. Donc on a identifié des zones de distribution dans lesquelles on faisait à la fois du référencement, c'est-à-dire identifier les familles, 1 enfant, 2 enfants, problème psychologique, problème médical, problème de soutien logistique, identifier concrètement sur un ordinateur, parce qu'on a amené le moyen, distribuer de l'eau, distribuer de l'alimentation, mais des kits hygiène aussi, et associer avec d'autres associations dans lesquelles on a pu répondre à des problèmes juridiques assurants. Donc on a travaillé dans un commun sur ces 6 zones, ces différents points qu'on a maintenus pendant toute la mission, et qui ont permis à partir de ces points d'aller petit à petit dans chaque rue, chaque maison, taper avec des binômes et des trinômes, des locaux, mais de la Croix-Rouge aussi, voir réellement quels étaient les besoins sur site. Voilà à peu près ce que représente un matériel de gestion de l'eau. Les distributions dont je vous parlais, dans lesquelles on référençait les gens, parce qu'effectivement, on les a identifiés, on les a référencés de façon à ce qu'on n'ait pas créé un marché parallèle de vente. C'était important aussi, mais aussi de bien avoir le profil de la population et de ses vrais besoins. Donc chaque fois, tous les jours, on voyait les mêmes personnes, on savait de comment distribuer. Ça permet d'identifier une réponse logistique cohérente. À profil de la population, je rebondis. Vous êtes en métropole, enfin vous êtes en France. Saint-Martin, c'est la France. Mais vous êtes en France, c'est facile. Vous allez au centre communal d'action sociale et vous avez vos listes de personnes à qui a besoin, qui vont avoir besoin, que vous allez pouvoir aider. Vous avez les personnes à mobilité réduite, vous demandez la liste canicule. C'est très simple à faire. Au pire, et vraiment au pire, on va voir avec l'ARS pour avoir la liste des bénéficiaires de l'assurance maladie universelle. Mais à Saint-Martin, la liste, elle n'existe pas. Alors il y en a une, à la... au gouvernement local, j'avais perdu à la collectivité territoriale, c'est des papiers. Sauf que vous avez vu la préfecture, ce que ça a donné, eux, c'est pas mieux, donc les papiers sont volés. Donc si vous voulez une liste, il faut commencer par retrouver les papiers, ensuite les saisir. Donc autant dire que va falloir se passer de tout ça, il va falloir être inventif et se dire que on n'est pas en France et on va reprendre des bonnes vieilles méthodes et on va lister toutes les personnes une par une et on va vérifier, croiser les données systématiquement. On a listé 15 000 personnes, nous, enfin la Croix-Rouge. J'avais un staff avec des bénévoles et des gens spécialistes dans l'action sociale, c'est le métier civil, mais à la Croix-Rouge, ils étaient venus pour l'urgence, et ils se sont chargés de référencer les personnes âgées depuis 70 ans, le monde handicapé, les enfants, etc. C'était une équipe spécifique qui a fait ça pendant les mois dans lesquels on était là-bas, et qui a permis à la collectivité territoriale de reprendre, à partir de nos listes, une réponse sociale qui avait tout perdu. Voilà.
Donc voilà, là c'est le fameux collège dans lequel on avait situé notre base logistique, alors avec 180 tonnes de matériel qui arrivait régulièrement. Pour la petite histoire, on a eu plein de dons divers et variés qui arrivaient par bateau avec du matériel qui n'est pas forcément nécessaire sur une île où il fait 37 degrés, un taux d'humidité à 70%, donc des couvertures, des radiateurs, enfin voilà, des barquettes d'alimentation qui arrivaient de... Alors la générosité c'est bien, mais des barquettes d'alimentation qui ont traversé l'Atlantique et qui arrivent avec une date de péremption, je ne vous donne pas la date. Donc c'est compliqué à la fois de prendre en charge ça et de ne pas dire aux gens, mais merci, on n'en a pas besoin, donc on prend, mais on ne peut pas utiliser. Avec une collectivité territoriale qui est sur place et qui manque d'action, mais qui veut participer, mais qui a souffert aussi. Donc il faut gérer l'aspect politique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont chez eux. Nous, on n'est pas chez nous, on est à leur côté, donc il faut générer tout ça. Et on a eu la chance d'avoir... des logisticiens de la Croix-Rouge française et des fameuses équipes de réponse aux urgences humanitaires dont c'est le métier et qui sont des vrais professionnels dans le système de façon à pouvoir distribuer tous les jours aux mêmes heures et la même quantité avec la même réponse aux mêmes personnes à l'instant T, tout le temps. Donc ça, bravo, quoi, voilà. Voilà, donc un certain nombre des bâches aussi, on est venu avec des bâches qu'on a laissé à la sécurité civile, parce que nous ne sommes pas spécialistes de la couverture des toits. Par contre, on est venu avec des bâches qu'on a transmis aux sapeurs-pompiers de la sécurité civile et des unités militaires, qui, eux, étaient chargés de couvrir les toits, parce que l'ensemble de ce qui restait de la cabanisation, c'est de la cabanisation par les hôtels, et même les hôtels, ils ont souffert. Donc la sécurité civile a participé à recouvrir ces toits, parce que, comme le disait Florent, on a eu 3 ouragans l'un derrière l'autre. Moi, j'ai vécu Maria, confiné, enfin presque confiné. Dans le collège, et c'est un moment à vivre que j'ai vécu, je me rappellerai toute ma vie. Un ouragan, c'est quelque chose. Voilà, donc ils ont participé à ça, et on a fourni des bâches aussi à la sécurité civile, qui en retour nous fournissait des rations. Pour la petite histoire, pensez que vous êtes sur une île. Alors effectivement, on a une délégation territoriale qui est présente au quotidien, on a des actions au quotidien, on a 2 véhicules. Ce qui est déjà bien, pour une île de 30 000 habitants, vous n'avez pas 150 bénévoles. Donc on a déjà 2 véhicules. Sur les 2 véhicules, il y en a un qui est détruit. Donc il vous en reste plus qu'un. C'est tout ce qu'on a sur l'île. Et vous êtes sur une île. Donc quand les premiers arrivent, au départ, les actions, c'est à pied. Tout est à pied, le temps de récupérer des véhicules. Alors véhicules réquisitionnés, ensuite véhicules qu'on a pu acheminer, mais c'est un problème. Ça, c'est des problèmes du quotidien. C'est vraiment les problèmes logistiques qui ont été énormes. Les bâches, la sécurité civile était super contente de les trouver pour une simple raison, c'est que les bâches de l'État français étaient bloquées en douane. Elles étaient bloquées sous douane en Guadeloupe. Donc les bâches n'arrivaient pas parce que bloquées sous douane. L'avantage, c'est que nous, elles étaient déjà sur le territoire, donc on a pu les récupérer très vite. Et ça a permis de répondre à un vrai besoin de la population, d'autant plus qu'on a d'autres cyclones qui arrivent. On est toujours en période cyclonique, on est en plein dans la saison cyclonique. Donc même s'il n'y a pas de vent, de gros vent, etc., la saison cyclonique fait que c'est aussi une saison des pluies. Donc de toute façon, il va pleuvoir. Donc il faut aller le plus vite possible à protéger les biens et donc à bâcher les toits. Alors, en dehors de la réponse des besoins primaires, on a identifié un certain nombre de besoins autres qui étaient d'origine psychologique et médicale. Donc, on a participé à la mise en place de 3 dispensaires, c'est-à-dire l'hôpital, il est détruit. Enfin, il reste plus grand-chose. Et pour la petite histoire, très rapidement, à l'annonce de l'ouragan et après l'ouragan, on a eu 8000 personnes qui sont parties en Guadeloupe, qui ont pris les avions. Il y a des rotations d'avions en permanence avec l'armée et les Air Caraïbes et autres qui ont prêté leurs avions gratuitement. Donc il y a un système d'évacuation permanent avec un centre d'accueil des impliqués en place à l'aéroport qui était chargé de faire ce filtre. Donc sur les 35 000, 8 000 sont partis très vite, dont des spécialistes du domaine médical comme l'éducation nationale, on peut comprendre. Donc il a fallu que nous, en réponse, on installe des dispensaires dans les quartiers, avec l'aide de l'EPRUS, l'établissement professionnel de réponse des urgences sanitaires, qui sont des médecins, des infirmiers, psychologues, etc., logisticiens du monde médical qui appartiennent donc des réservistes envoyés par le ministère de la Santé. On a coordonné ces gens-là, puisque leur métier c'est de soigner, c'est pas de s'organiser. Donc on a participé à l'organisation et on a participé, commencé à faire un recensement psychosocial et sanitaire de réponse à ces gens-là, parce qu'il y avait une vraie demande. Il n'y a pas eu beaucoup de morts, mais il y a eu des problèmes de santé importants, et puis il faut éviter les épidémies aussi. Et ça a permis aussi de référencer les besoins logistiques en lits, ça peut paraître bizarre, mais en lits, en matériel, de façon à côté de ces centres dispensaires, à côté de nos tanks à eau. On s'est toujours même aux mêmes endroits. Les gens avaient repéré, et on a permis de développer au fur et à mesure une structure qui a commencé à réfléchir, à anticiper qu'est-ce qu'on va faire après.
Alors l'organisation très vite que j'ai mis en place, parce que quand on arrive sur place, la réponse elle doit être immédiate. En même temps, on a des bénévoles qui arrivent, qui sont relevés tous les 10 jours. 10 à 15 jours, certains sont restés un mois avec moi. Moi, je suis resté un peu plus longtemps, hein, du 8 septembre au 7 novembre. Et du coup, on a mis une structure de fonctionnement organisationnel qui permet de répondre au fur et à mesure. Donc voilà, très vite le tableau. Hein. Le responsable de mission, c'est moi. Une coordination opérationnelle avec un certain nombre de cadres bénévoles qu'on a nommés. Un pôle santé, un agent de liaison avec les différents organismes à côté. Donc le centre opérationnel de la préfecture, la gendarmerie, la sécurité civile. La gestion des médias, je remercie Nicolas Beaumont ici qui était notre attaché de presse sur place et qui a géré l'afflux des médias. Hein. Les médias, c'est aussi un ouragan. La liaison avec le PC arrière et Florent à Paris, la gestion des supports de nos camarades des érus, un aspect logistique parce qu'il fallait alimenter en permanence, à la fois en interne mais en externe pour la population, donc la BEC d'arrière, la gestion des effectifs. Le RLF, donc c'est le rétablissement des liens familiaux. Ce sont des gens qui, dans le métier, bénévoles ou pas, sont de rétablir les liens des gens qui se sont perdus de vue dans les familles. Donc tout un fichier qui est mis en place. La partie opérationnelle avec la réponse des dispensaires à l'aéroport, le schéma de distribution, un secrétariat, les équipes mobiles d'évaluation qui ont été en permanence tous les jours. On a évalué tous les jours parce que l'île, elle est petite. Mais c'est complètement détruit et si on faisait 2 km par jour, 3 km, c'était déjà grand dans la journée. Et il a fallu à chaque fois aller, puis c'est une île avec, mouvementée, hein, avec entre guillemets des montagnes, donc il faut aller au plus profond où il y a des villages un peu partout. Voilà, avec promotion de l'hygiène, puisqu'on a participé aussi à l'éducation des populations à travers l'école sur comment on se rétablit petit à petit. Voilà, donc c'est un schéma qui a fonctionné plutôt bien en liaison avec l'organisme de l'État. De la communication extrêmement important et Nicolas, que Christophe vient de remercier, que je peux remercier aussi, mais on va remercier beaucoup de monde, hein, puisque c'est plus de 500 personnes qui sont passées sur Saint-Martin. En tout cas, beaucoup de communication, des articles, des vidéos qui ont été publiées dès le 5 septembre, énormément de vues, des tweets, des publications Facebook quotidiennes, quasi quotidiennes du 5 au 20 septembre, puis pour les dates anniversaires. 552 reportages, interviews de presse audiovisuelle. Vous imaginez ce que ça peut représenter en termes de temps qu'on va passer à gérer des journalistes, à gérer des gens qui ont envie de faire des reportages. C'est aussi important de les avoir. Pour nous, c'est plus de 260 retombées web, des matinales radio, etc., etc., etc. Ça a été au début, au passage, au lancement des opérations. Au tout début, c'est une personne à plein temps qui a fait les plateaux télé, qui fait le tour des plateaux télé. Ça a commencé, j'ai eu la chance de commencer, chance, je suis pas sûr, mais ça a commencé par moi, mais vous gérez en même temps l'opérationnel. Après, j'ai été relevé, donc un mec sympa dans la salle, Philippe, qui m'a relevé et qui a fait ça avec brio. Donc maintenant, il est condamné à faire toutes les chaînes télé systématiquement. Et puis ensuite, c'est notre directeur général qui nous a relevés tous les deux, parce que Philippe est parti sur le terrain. Donc la seule doublure qu'on a trouvée, c'était le directeur général pour faire mieux que Philippe. Sinon, c'était compliqué. Une collecte, un appel à la générosité du public, parce que sans argent, on ne fait pas d'action. Hein, c'est aussi extrêmement important. C'est 6,2 millions d'euros qui ont été collectés. C'est 1,5 million d'euros qui ont été dépensés sur la phase d'urgence. C'est un avion, un A350 qui a été affrété depuis Paris, qui a été jusqu'en Guadeloupe. Alors affrété avec Airbus Industrie qui nous l'a offert généreusement, parce que sinon ça aurait coûté encore un petit peu plus cher, mais c'était quelque chose d'indispensable. C'est aussi ça, il ne faut pas oublier que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. À un moment donné, on a besoin de cet argent pour pouvoir aider les gens. 1,5 million d'euros, vous vous dites il en reste quand même pas mal, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout plein d'actions derrière et on va avancer. C'est pas une action, mais bon. C'était important, c'est une image qui peut paraître, hein, mais c'est important que l'État français a reconnu l'action de la Croix-Rouge française, parce que quand on est arrivé, il n'y a plus d'État. Et nous sommes les seuls acteurs, sans flagornerie, les seuls acteurs qui avons démarré l'activité avec notre méthodologie à faire et
tout ce qu'on a mis en place et on a répondu immédiatement dans les 24 heures, 48 heures aux besoins de la population. Donc ça a été reconnu. Alors on n'a pas voulu prendre la place d'eux, on l'a bien accompagné et complémentaire et au fur et à mesure que les actions avançaient, on a rendu aux institutions leur rôle. C'est ça qui est important. Et on a aussi participé à l'activité post-urgence et qu'on a commencé à anticiper en mettant les acteurs, enfin de la population, acteurs de leur reconstruction avec des noms d'oiseaux, enfin des noms d'animaux qu'on a donnés, écureuil, castor. Castor, c'est reconstruction des maisons, écureuil, c'est la partie financière. L'important, c'était de relancer le marché local, l'économie locale avec les artisans locaux, les commerçants, etc. Donc on a participé à ça avec la Croix-Rouge et tout doucement on s'est retiré et on a mis la place. Alors cette image, c'est tout simplement pour dire qu'on a été soutenu et reconnu dans nos actions, ce qui fait aussi plaisir parce que je rappelle que dans les 500 personnes, on était quelques salariés, tout le reste c'est des bénévoles. Et que dans ce genre d'action, il est important que de donner du sens à l'action. L'action, on sait ce qu'on veut en faire, mais il faut bien donner du sens. Dis-moi Christophe, tu l'as rajouté la photo, il n'y était pas hier? Non. La phase d'urgence, c'est 2 mois. 2 mois, Christophe a passé 2 mois sur place. Il est parti pour quelques jours. Il y en a un autre qui est parti pour une semaine, il est resté 30 jours, mais c'était en Guadeloupe, c'était plus sympa. Stéphane. Et Christophe, lui, a eu la chance de rester 2 mois sur cette superbe île de Saint-Martin. 2 mois, c'est long quand même. C'est une opération particulièrement longue. C'est particulièrement long et particulièrement éprouvant pour tout le monde. C'est maintenant du travail. Hein. On est à plus d'1 an et c'est énormément de travail qui se font encore au quotidien avec des établissements, avec de l'aide psychosociale qui a été mise en œuvre, de la poursuite de la distribution alimentaire, entre autres, que Christophe parlait, enfin des opérations Castor et Écureuil. Je cherchais le nom, Pollux, Iguane, Luciole, voilà. Des noms qu'on a donnés comme ça pour identifier les opérations et que les classifier, qui a d'ailleurs bien fait marrer la ministre de l'Outre-mer qui a passé une semaine avec nous. Hein. La ministre de l'Outre-mer, elle est restée avec nous dans le collège, dormi, alors je confirme sur un Lipico. Et elle était présente et du coup ça l'a bien fait rire qu'on donne des noms d'animaux, mais ça correspondait à une réalité et ça parlait bien à la population. Il y a un travail sur les problématiques du territoire, problématique d'addiction qui est énorme sur ce territoire. Donc c'est une association qui travaillait là-dessus, qui s'appelait Liaison Dangereuse, qui a été extrêmement mise en difficulté à la suite du passage de l'ouragan. Donc on a retravaillé avec eux, avec cette association pour pouvoir avancer. C'est important dans tout sens, c'est bien évidemment d'avoir aussi de faire un retour d'expérience qui a été important, qui a été mené par une collègue qui a pris 2 mois. 2 mois pour rencontrer les acteurs, rencontrer les différents acteurs qui étaient sur place, les différentes institutions, mais aussi les acteurs nationaux, les différents référents bénévoles ou salariés qui ont pu aller sur place ou qui ont pu être à Paris et tirer des conclusions et des chantiers. C'est une centaine d'actions qui ont été levées, 26 chantiers prioritaires qui sont toujours travaillés actuellement, qui sont toujours suivis, qui sont suivis par notre direction, par la direction d'urgence des opérations, pour pouvoir continuer d'avancer et essayer de faire encore mieux avec moins de problèmes la prochaine fois. Parce que bien évidemment, on vous a passé tout un tas de soucis qui ont été énormes, qu'on a dû soulever et qu'on a pu avancer. Tout ça, ça marche que parce qu'on l'a fait en équipe, parce qu'il y avait une équipe. Je parle de Christophe, mais c'est Philippe qui a été sur place, c'est Stéphane qui est là, c'est Nicolas, et tout un tas d'autres, parce qu'il y en a plus de 500 qui y sont passés. Et tout ça a pu fonctionner parce qu'il y avait cette équipe. Et c'est ça qui est extrêmement important. La conclusion, c'est ça, c'est le travail en équipe, se connaître, s'entraîner, et puis ensuite réfléchir et débriefer ensemble de ce qui a été fait, des points positifs et des points négatifs. Merci.